Bon, je vais vous parler un petit peu certaines notions quand j'ai révisé la littérature, là, et des notions aussi qu'on connaît pour les gens qui en sont affectés ou bien pour les gens qui travaillent, pour nous autres, certains des psychologues cliniciens, on travaille avec ces patients-là. C'est en majorité nos neuropsychologues, parce que je suis en milieu hospitalier, mais on a quand même des patients. Okay? Alors, on peut commencer. Donc, la définition du dictionnaire médical, c'est une semble. Ah oui, je vois qu'il y a des gens. Oui, vous pouvez filmer la conférence, ça ne me dérange pas du tout. Okay? Par contre, il y a des critères de propriété intellectuelle qui s'appliquent dans la pratique de l'hypnose. Et je vais vous dire tout à l'heure, là, on ne peut pas mettre ça sur le web. Ça a été ma condition. D'accord? OK. Alors, donc, la définition, c'est une sensation auditive qui ne résulte pas d'une excitation extérieure. On n'a pas besoin de stimulus pour ça, okay? En l'absence d'un stimulus auditif. Les gens rapportent beaucoup de bourdonnements, des sifflements, des grillons, des cigales, des tintements, mais quand on revise la littérature, ce qu'on nous dit, c'est que le plus haut pourcentage de bruit que les gens rapportent, c'est 38% rapportent des sifflements. Puis le deuxième, en fait, c'est les grillons. Est-ce que c'est juste, ce sont des statistiques qui viennent surtout du Royaume-Uni? Suivant. Alors, au niveau de l'épidémiologie, vous pouvez aller sur le blog Acouphènes, là. Il y a 25% qui en ont dans les deux oreilles. Il y a 24% qui en ont dans l'oreille gauche, puis il y en a 16% dans l'oreille droite. En rapport avec le genre, 54,2% des hommes en ont, 45,8% des femmes, mais il faut comprendre qu'il y a 65% des hommes qui sont exposés à beaucoup plus de bruit, c'est surtout à cause de leur travail, que les femmes. Il y a 70% des gens qui ont consulté plus de 9 fois un ORL, okay, ou des ORL. Il y a 43% des papy boomers, donc, qui ont des acouphènes, c'est selon la statistique Galileo, et ça a été fait sur un échantillon de presque 4000 personnes. 68% des gens qui ne sont pas appareillés ont des acouphènes d'origine inconnue. On ne sait pas ce qui est arrivé, pourquoi ils ont eu ça, puis en fait, il n'y a aucune raison. 53% n'ont pas consulté de professionnels de la santé. Et parmi ceux qui ont consulté, 87% n'ont jamais eu de conseil pour une aide auditive. Et vous avez la référence en bas. Suivant. Il y a des problèmes concomitants avec ceux qui souffrent d'acouphènes. Je suis sûre que vous pouvez me donner une leçon sur ceux qui sont ici, là-dessus. Mais il y a 53% qui ont un problème de surdité associés, 5% qui ont des problèmes d'anxiété, 44% qui ont des problèmes d'hyperacousie, 63% qui sont insatisfaits des soins. Est-ce qu'on aurait les mêmes statistiques ici en Amérique du Nord, au Canada, au Québec? Comme je vous dis, ces statistiques-là proviennent en majorité du Royaume-Uni. 37% sont satisfaits quand même des soins. Et il y a entre 25%, il y a 25% des gens qui ont des acouphènes et ça se situe entre 60 et 64, donc c'est ça les papy boomers qu'on disait tout à l'heure. Suivant. Au niveau des séquelles psychologiques, donc on a beaucoup de souffrance. On met le terme souffrance parce qu'on ne parle pas nécessairement de douleur. La souffrance et la douleur, c'est différent. On peut avoir une douleur aiguë, transitoire, vous êtes opéré pour l'appendice. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus en façade? Parce que quand vous parlez de côté, on ne peut pas lire sur les lèvres et on comprend pas. Ah, d'accord, OK. Je ne sais pas s'il y a des gens qui... Parce que vous parlez presque toujours de la figure de côté. Oui, parce qu'il faut que je vois mon truc. Oh, c'est plus je comprends. Alors, si vous l'entendez, moi, je vais m'en aller de côté. Est-ce que, ou bien vous pouvez juste vous asseoir là, juste pour Parce que de côté, là, moi, ça marche pas. Ici, c'est parti. On n'entend pas plus. Je m'excuse de vous interrompre, mais de côté, moi, ça marche. Est-ce que ça va pour les autres? C'est une chose que vous avez dit. Ça m'est
c'est arrivé, ça. C'était Mme V, là, maintenant. Il y a 2 semaines, un mois, non, j'ai été faire un appareil auditif, il fallait faire le gouvernement. Et puis, peut-être qu'elle lui aiderait beaucoup. Je vais aider dans les prochaines. Je vais laisser un petit mot. On n'entend pas de maladie, puis là, ça va beaucoup mieux. OK. Donc, au niveau des séquelles psychologiques, on n'a pas seulement de la... Il n'y a pas nécessairement de la douleur, mais il y a de la souffrance. Ce que nous, on va appeler de la détresse émotionnelle. C'est plus sévère chez les patients qui ont un trouble d'anxiété associé. Ça cause du stress qui est similaire à n'importe quelle maladie, que ce soit des maladies neurophysiologiques, neuromusculaires, des maladies cardiaques, des maladies, même le cancer, on ne sait pas qui va avoir des métastases, donc c'est connu comme des maladies chroniques. Okay? Donc, ça cause un stress similaire parce que ça s'étend sur le temps, okay? Et on n'en guérit pas. Donc, les principaux concomitants psychologiques, ça va être le stress, l'anxiété, la dépression, l'irritabilité, l'agitation, l'insomnie. Il y a des problèmes sociaux et relationnels, et il y a beaucoup de peur, et on a une diminution importante de la qualité de vie suivante. Bon. Au niveau des notions générales, bon, alors on a un signal aberrant qui est généré à un endroit quelconque des voies auditives, mais il faut comprendre pourquoi ça cause la souffrance. C'est parce que il y a des récepteurs qui vont envoyer des signaux en préfrontal et qui vont l'envoyer dans le système nerveux central, et c'est pour ça qu'on n'a pas encore trouvé de cure pour ça. Parce que même si vous arrivez avec certains traitements à voir certains résultats, comme ça fait partie du système nerveux central, bien, on peut pas espérer. On peut espérer peut-être un traitement médical un jour, mais en tout cas, à date, on n'en connaît pas. Alors, dans la plupart des cas, l'acouphène n'est pas relié à une pathologie auditive. Il y a une présence continuelle du signal plus la focalisation de l'attention. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin parce que si vous avez la conférence, M. Hugo va pouvoir vous la faire parvenir, vous pouvez le lire, mais c'est à ce niveau-là qu'on peut essayer, au niveau psychologique, on peut essayer d'aider les gens d'enlever l'attention du signal sonore. Naturellement, le counseling et l'enregistrement sonore sont 2 points à respecter. Suivant. Bon, au niveau des traitements, donc, ce que la littérature mentionne, il y a des traitements médicaux, chirurgicaux, médicamenteux. Moi, les patients que je traite, soit à l'hôpital ou en bureau privé, me sont tous référés par des médecins, soit des médecins spécialistes, ou soit la psychiatrie, et ils sont tous sous médication antidépressive. Okay? Parce qu'ils arrivent en bout de ligne, ça fait des années que ça dure, puis... donc, au niveau psychologique, il y a différentes approches, mais c'est surtout en approche cognitive comportementale, la PCC qu'on appelle, donc les cognitions et les émotions. Il y a des programmes d'entraînement où on va leur apprendre à ignorer les sons. Hier, j'étais avec ma belle-sœur qui a comme 40 ans, puis ça fait 12 ans qu'elle a des acouphènes. Puis elle m'a dit, moi j'ai décidé à un moment donné d'ignorer. Alors nous, on a des petites techniques, on peut montrer aux gens comment on va ignorer. Et l'hypnose, justement, c'en est une technique. Okay? Donc, il y a des traitements par l'activité, soit une activité par la pensée. On va vous montrer peut-être à utiliser plus l'imagerie mentale, la visualisation, le voyage imaginaire. En fait, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Okay? Bon, gérer les émotions. L'audition, communication, sommeil, bon, alors on est encore dans certains traitements. On peut faire du biofeedback. Personnellement, moi, je connais les techniques, mais je n'en fais pas. Il n'y a personne chez nous qui en fait. Il y a certains psychologues en bureau privé qui en font. Il y a des études avec le Ginkgo biloba, qui n'a pas donné de résultats, mais ça a été étudié. Il y a beaucoup de psychoéducation, puis beaucoup de bibliothérapie, c'est-à-dire des lectures. Suivant. Donc, il y a le modèle, je vous suggère d'aller sur les sites Internet. Il semble que ce soit ce modèle-là, Jasperboff, qui a les meilleurs résultats à l'heure actuelle, parce que c'est un programme qui est assez complet. Okay? Donc, ça, c'est sur le site, facilement accessible. Donc, ça ne vise pas à déterminer la cause de l'acouphène, parce que dans la majorité des cas, on ne sait pas. Okay? Mais ça sert à traiter à un niveau central. Donc, lui, il s'est dit, c'est là qu'il faut attaquer le problème, et probablement que ça va venir du médical, si jamais on a un traitement miracle un jour. Alors, sa technique s'appelle le TRT, donc le Tinnitus Retraining. Ça, c'est fait par les neuropsychologues, par
Plusieurs, soit des physios, des ergos, qui sont entraînés de façon spécifique à ces techniques-là. Mais en Angleterre, ils entraînent maintenant des psychologues cliniciens spécialisés dans ces domaines-là. Suivant. Donc, le courriel, vous allez pouvoir l'avoir. Okay? Alors, donc, je vous ai juste marqué, il y a beaucoup d'études. On pourrait donner une conférence de 2 heures juste en citant les études qui ont été faites sur les acouphènes. Juste pour vous en montrer une, bon, il y avait Vestin et Hall 2008 sur les gens qui avaient rempli un questionnaire sur l'engagement dans l'activité, la suppression d'utilité, ils appellent ça en anglais le tinnitus, l'acouphène. Donc, une deuxième étude où il y avait 47 personnes où ils ont étudié la détresse, l'anxiété, la dépression, la qualité de vie. Alors, ce qu'on vise quand on fait des études comme ça avec des groupes différents, c'est sûr qu'on veut guérir la dépression, parce qu'une dépression, ça se guérit. On veut augmenter la qualité de vie, on veut contrôler partiellement le problème de l'acouphène et on veut diminuer l'anxiété, mieux gérer le stress. Alors, Vestin, dans son étude, là, il n'y avait plus d'anxiété en dernier, puis la dépression a été guérie. Déjà là, on a un bon niveau psychologique, on a un bon succès. Suivant. Alors, donc, au niveau des séquelles, selon les conclusions des études internationales, donc, les études du Royaume-Uni, de l'Europe, de l'Amérique du Nord, d'Australie, alors, les acouphènes sont souvent couplés avec des vertiges et des troubles de l'équilibre. Ça gêne le repos, puis parmi ceux ou celles qui ont consulté, il n'y a pas de solution médicale définitive suivante. OK? Alors, ce qu'on vise, OK, c'est une diminution de la perception du bruit, OK, l'acceptation des traitements, puis on veut une amélioration de la qualité de vie, mais qui est couplée avec beaucoup d'activités. Alors, que les activités soient cognitives, que écouter un film, comme je vous ai dit, aujourd'hui, je vais vous montrer une petite technique hypnotique, là, partir dans votre voyage imaginaire, des choses comme ça. OK? Suivant. OK. Bon. L'hypnose. Alors, j'ai fait ma thèse de doctorat, je n'ai pas travaillé sur les acouphènes, j'avais travaillé sur les douleurs pelviennes chroniques. Donc, l'hypnose, c'est connu comme Barabbas dans la Passion, parce que ça remonte aux cures égyptiennes avant Jésus-Christ. Ça a fait des vagues, l'hypnose, hein? Okay? C'est comme les régimes politiques, là, ça fait des vagues. Okay? Ça a été en défaveur au moment du christianisme, donc au Moyen Âge. Il y a eu l'âge d'or au 19e siècle. Il y a même un chirurgien anglais, Isdale, qui est allé pratiquer en Inde. Il a fait plus de 3000 chirurgies sous anesthésie hypnotique avant l'avènement des gaz. Là. Il y a quelques chirurgies qui se font, par exemple pour des hernies. Maisonneuve-Rosemont, entre autres, en avait fait une avec un anesthésiste qui est un expert en hypnose aussi. Ça a été un peu difficile, les chirurgiens adorent ça parce qu'il faut garder le patient conscient à un moment donné, mais il n'y a pas beaucoup de chirurgiens. Moi, je suis à l'Hôtel-Dieu de Montréal, je peux vous dire que je n'irai jamais accrocher un chirurgien. Mon propre mari est chirurgien oncologue, il n'y a personne qui va accepter ça. Okay? Donc, alors le succès, ça a été surtout en douleur. Okay? La recension des écrits, donc, concernant l'hypnose, parce que là, je l'ai mis avec l'acouphène, OK? Il n'y avait aucune étude où il y avait des gros contrôles, c'est pas supérieur à un placebo, OK? Puis il y avait multiples méta-analyses qui démontrent ce que ça fait, OK? Suivant. OK, alors comment c'était défini dans le passé? Vous avez, je vais dire un mot que j'aime pas du tout, mais qui a copié celui qui a fait connaître l'hypnose qu'on connaît aujourd'hui, c'est un bonhomme qui s'appelle Mesmer. Mais c'est pas le gars, de la télé, puis le gars là, qui fait des shows. Là. Il a copié le nom, par exemple. C'est sûr qu'il ne peut pas se faire poursuivre. Il a mis un S de plus. Okay? Donc, c'était une technique qui était appliquée sur le patient. C'est une belle histoire. Si vous voulez voir l'histoire de l'hypnose, là, je vous conseille de la lire. C'est vraiment passionnant. C'est trop long à expliquer, mais c'est une très belle histoire. C'était identifié comme du somnambulisme. Ça a été identifié après comme une expérience mystique, ça a été identifié comme une sommet. Laurence, Jean-Roch Laurence, Dr. Laurence, qui est le chef du département de psychologie à Concordia. J'ai fait 4 ans au laboratoire d'hypnose à Concordia en formation avec lui.
au moment, c'est lui qui a démontré avec les neuropsychologues de l'Université de Montréal aussi que c'est pas un sommeil, parce que quand vous les faites avec les ondes, c'est pas les mêmes ondes que l'éveil, c'est pas les mêmes ondes que le sommeil. Donc c'est pas un sommeil. Et on sait qu'il y a des changements psychologiques dans la concentration. Suivant. Alors aujourd'hui, comment est-ce qu'on définit l'hypnose? C'est un état psychophysiologique caractérisé par une capacité d'attention, de concentration, d'absorption, qui est focalisé en parallèle à un état de conscience modifié. Mesmer, quand il fait ses shows, il donne des trucs comme ça aux gens, puis les gens tombent par terre. Là. On sait qu'il y a des gens qui sont payés parmi ça aussi. Par contre, il y a des gens qui sont hautement hypnotisables, donc il faut faire très attention. Okay? Donc, on peut parler à ce moment-là qu'il y a vraiment des états de conscience modifiés. C'est altéré, c'est un état de conscience altéré qui est caractérisé par une réceptivité aux suggestions. Vous allez voir quand je vais faire la petite démonstration, là, on donne des suggestions. Et là, j'aime autant vous dire que ça peut être dangereux parce que tout ce qui se fait en hypnose doit se défaire en hypnose. Okay? Et si vous dites à un patient, ton bras est lourd, il pèse une tonne, tu dis oubliez de défaire ça, puis le patient vous rappelle à 2 h du matin, et il dit peux-tu m'enlever la tonne, là, ça ne serait pas peut-être agréable. Okay? Alors, donc, par la capacité de modifier la perception, la mémoire et les habiletés de contrôle des fonctions physiologiques habituellement involontaires, il y a souvent les gens qui font des démonstrations dans les, quand on enseigne aux étudiants, vous avez, mettons, des comptables dans la salle, puis vous lui demandez de compter à 10, vous lui demandez d'oublier le chiffre 8. Et là, il vous compte tous les chiffres, mais là, il a oublié 8. Vous êtes aussi bien d'enlever la suggestion qu'il ne se rappelle pas que 8, ça existe, parce qu'il n'est pas sûr dans vos rapports d'impôt, vous allez aimer ça. OK, suivant. L'hypnose, on l'applique en recherche expérimentale. Dr. Pierre Rainville, qui avait commencé à travailler sur mon premier projet de doctorat en tant que mon directeur, okay, fait beaucoup d'expériences en hypnose. Vous pouvez aller sur n'importe quel site web, vous marquez Pierre Rainville, Université de Montréal, vous allez voir ce qu'il fait. Ils ont même étudié les communautés religieuses, qui sont des religieuses contemplatives, pour voir s'ils avaient des états de conscience modifiés par rapport à la population normale. C'est assez intéressant ce qu'ils font comme étude. Okay? Et il y a Mario Demers aussi, qui est un autre chercheur qui fait de l'expérimental. Donc, capacité de produire des opérations somatosensorielles et neurophysiologiques, donc, qui est la modulation de l'activité cérébrale par des suggestions qui sont dirigées vers les sens ou bien les affects, donc les émotions. Donc, vous avez la référence. Suivant. En clinique, pour les gens comme nous autres, là, on peut appliquer l'hypnose dans des désordres qui sont sous le contrôle des facteurs physiologiques. Mettons, on dit que dans les verrues, l'asthme, l'hypertension, et ceux qui le pratiquent vraiment, ça fonctionne. On ne parle pas des hypertensions labiles, là, où vous pouvez avoir rien, puis vous montez un pic de 200, où ça peut être extrêmement dangereux. Mais on parle des gens qui ont un niveau très bas ou moyen d'hypertension. Au lieu de les mettre à une médication, les médecins peuvent demander des consultations et on peut montrer aux patients comment pouvoir mieux gérer leur hypertension. Les ordres auto-initiés, donc ça boulimie, anorexie, dans les cas d'obésité, alcool, addiction, nicotine. Moi, je vous dis personnellement, quand les gens m'appellent pour me dire pouvez-vous m'arrêter de fumer, ça fait 25 ans que je fume juste avec l'hypnose. Ça, c'est se casser la gueule. Moi, je refuse ça. Il faut que ça soit intégré dans un programme cognitif comportemental. Souvent, il faut qu'il y ait des patchs aussi. Et là, on a de bons résultats. Donc, c'est aussi bien, on peut l'utiliser dans les problèmes de santé, les phobies, les dépressions, les désordres dissociatifs, les stress post-trauma, l'inéurésie, les PPOI. Dans les brûlures, j'ai travaillé 15 ans au centre des brûlés. J'ai utilisé beaucoup l'hypnose quand vous amenez les patients dans les bains de débridement où ça fait très mal, même s'ils sont fortement sédationnés. Et c'est une très bonne technique. Le problème, c'est que vous devez toujours être là. Donc, on dit c'est time consuming, parce qu'un psychologue, elle doit être là. Okay? Suivant. Alors, donc, il y a beaucoup d'applications cliniques, là. Que ce soit comme dans les douleurs, le système immunitaire, dans la pression, dans le cancer. Les méta-analyses qui ont été faites par Montgomery en 2000, là,
démontre très bien qu'il y a des succès. C'est pas un traitement unique et c'est pas une... on ne s'attend pas à avoir des guérisons, là, mais c'est un bon complément à d'autres méthodes. Okay? Dans les procédures invasives, Dr. Lang est une radiologiste qui fait des procédures invasives chez les patients et elle utilise l'hypnose, donc on sédationne moins les patients, la durée de séjour à l'hôpital est moins longue, donc c'est des études qui sont très bien faites, ça. En art dentaire, ici, on a Dr. Bourassa, et mon Dr. Bourassa n'en fait plus. Je me demande même s'il n'est pas décédé, c'est un psychologue. Puis il y a Dr. Clément Leclerc et il y a Dr. Mario Beaulieu qui est sur Côte-des-Neiges. Ils font souvent des procédures dentaires, même un traitement de canal sous anesthésie hypnotique seulement. Okay? Alors les gens qui ont des phobies des aiguilles, ils se retrouvent dans ces cliniques-là. Donc pour les cas d'impuissance secondaire, moi j'en traite actuellement en bureau privé. Okay? L'impuissance secondaire, ça veut dire qu'il n'y a pas de contexte médical. Ce n'est pas une impuissance primaire où vous pouvez avoir un cancer des testicules ou vous pouvez avoir des choses comme ça. C'est vraiment une impuissance secondaire. Il n'y a aucun contexte médical. On peut bien dire que c'est dans la tête, là, mais en tout cas, bon, dans ce sens-là, on a des bons résultats. Et dans ma thèse de doctorat, donc j'ai travaillé sur les douleurs pelviennes chroniques. La thèse est sur Internet, donc chez les femmes qui souffraient d'endométriose, en ajout à d'autres traitements. Suivant. Bon, alors maintenant, au niveau de la pratique elle-même, il y a comme, on pourrait dire, il y a comme 3 ou 4 pratiques. Okay? Vous avez des gens comme Erickson, avant de faire la petite démonstration, je vais vous dire ce que Erickson avait fait. Lui, il utilisait des métaphores. Puis là, je vais vous la lire, la métaphore qu'il utilisait, ou en fait, je vais vous la raconter, c'est très très court. Là. On peut avoir la nouvelle hypnose où c'est le vocabulaire, les principes, les méthodes. C'est Dr. Jean Godin, qui était psychologue et psychiatre en France, qui est décédé maintenant, qui a écrit un bouquin, c'est en français. On n'a pas beaucoup d'écrits en français, c'est sûr, sur la nouvelle hypnose, mais c'est fondamentalement à peu près ce que nous on fait. L'hypnose dentaire, donc, qui était avec Dr. Bourassa, un psychologue qui enseignait à l'Institut de médecine dentaire à l'Université de Montréal. L'hypnose traditionnelle qui est en 6 étapes, okay, ce que moi je pratique, okay, et suivant. Okay, donc, ça va être les étapes qu'on va suivre. Il y a des étapes à suivre. Okay? Donc, je vais avoir besoin d'un ou d'une volontaire. On fait une induction hypnotique, on fait l'approfondissement de l'induction hypnotique, soit par le voyage imaginaire ou le somatosensoriel, c'est ça que je vais vous montrer. Il y a des suggestions hypnotiques, des suggestions. Quand on pratique en hypnose, peu importe la raison pour laquelle les gens vous demandent, il faut toujours faire des suggestions pour le renforcement de l'ego, l'estime de soi, la confiance en soi. Okay? Donc, il faut faire la sortie de l'état hypnotique, puis il faut faire la reprise de contact avec la réalité. D'accord? On peut le laisser sur ça, je crois. Là, je vais revenir à ce que je vous disais, l'hypnose métaphorienne. Erickson, qui est aux États-Unis, c'est probablement un des meilleurs, mais c'est quelqu'un qui est très bon cliniquement, mais ce n'est pas quelqu'un qui a été en mesure d'écrire ses affaires. Il n'a pas été capable d'écrire sa recette. Okay? Donc, ce sont les autres qui les ont écrits. Mais Erickson disait, moi, pour démontrer qu'on pouvait travailler avec les acouphènes, okay? Il était jeune étudiant en médecine et il est allé dans une usine où il y avait 12 marteaux qui cognaient, je ne sais pas quoi en tout cas, et ça faisait énormément de bruit. Fait qu'il est allé trouver le contremaître et il dit, écoute, il dit, moi j'aimerais bien dormir ici cette nuit parce que c'était des chiffres 24 heures, là, allez, ils l'ont pris pour un fou, là, donc c'est correct, tu peux mettre ta couverte là, puis dors. Okay? Alors donc, Erickson a fait la démonstration sur lui en utilisant des techniques que justement il croyait qui étaient efficaces. Donc, tu te motives à ne pas écouter le bruit, tu ignores le bruit, tu te concentres sur quelque chose d'autre, okay, pour prouver que c'est possible d'être fait. Alors, c'est comme ça qu'il a développé sa technique. Fait que là, le lendemain, il est retourné, puis là, il parlait avec le contremaître, puis il dit, écoute, les contremaîtres, eux, se plaignaient que, justement, ils n'entendaient pas. OK? Fait qu'il dit, moi, je peux te montrer, là, si tu focalises, là, sur... Je ne sais pas quelqu'un qui est à 10 km, là, mais distance assez normale, si tu focalises, là, sur la personne qui te parle, là, ton employé qui te parle, tu vas réussir à l'entendre si tu ignores les bruits qui sont là. Donc, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'une focalisation là, vraiment attentionnée. Là. Okay?
Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la métaphore. Dans les impuissances secondaires, il utilisait, par exemple, vous plantez une graine, puis là, il faut l'arroser, puis elle va sortir du sol, enlever les mauvaises herbes, il faut continuer à l'arroser. En tout cas, c'est comme ça que lui traitait les cas d'impuissance secondaire. Okay? Moi, je ne pratique pas selon ces façons-là. Je trouve que ça demande un peu trop de temps, puis il faut être très, très, très habile dans la créativité. Les gens qui ont des tempéraments d'artistes, pour eux, c'est relativement facile de raconter des histoires. Okay? Moi, j'ai un montagne plus sécuritaire, là, puis j'y vais selon ce qu'on appelle l'hypnose traditionnelle. Okay? Là, avant de faire la démonstration, donc, quand on pratique en hypnose, j'appartiens à des sociétés savantes qu'on appelle, des sociétés internationales, la Société québécoise aussi, des sociétés américaines. On a des règlements, OK? Et surtout, on est tenu de pratiquer selon les recommandations de l'Ordre des psychologues, l'Ordre qui est là pour protéger le public, fait que nous, on ne peut pas aller faire ce que Mesmer fait, là, OK? Et malheureusement, on a des fois des cas en bureau privé qui ont assisté dans des shows, OK? Et qui ont des séquelles. Alors, en hypnose, c'est une très bonne technique, mais il faut qu'elle soit faite avec prudence, OK? Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi, sinon on va se faire poursuivre. Okay? Puis moi, je ne suis pas intéressée. Donc, les séquelles, si vous voulez savoir, il y a une Bible qui a été écrite par un avocat américain qui est épaisse comme ça. Le livre est tellement lourd que je n'ai pas pu l'apporter. Si vous voulez savoir c'est quoi l'hypnose, puis les règlements légaux, allez consulter cette Bible-là. Il y a un livre qui est très connu, qui est de Makovec, où justement, on raconte. Avant, personne ne voulait sortir et dire il y a des complications. Ceux qui pratiquent en bureau privé ne sont pas intéressés à le faire parce qu'ils se disent c'est mon bread and butter, là. Okay? Mais il peut y avoir des complications. Okay? Heureusement, il n'y en a pas beaucoup, okay? Mais il peut y en avoir. Okay? Alors, donc, il faut pratiquer avec prudence. Okay? J'ai demandé aussi qu'on ne mette pas la pratique sur le web. Pour une raison bien simple, il y a du vol de propriété intellectuelle. Il y a des gens parmi nos confrères, pas confrères, nos confrères ou consoeurs, c'est pas les collègues, OK, qui sont à l'affût des gens qui font des petites démonstrations lors des conférences, qui ramassent ça, OK, et qui se montrent des séminaires, qui vont présenter ça en France et qui sont payés des milliers d'euros. On n'aime pas ça. J'en ai été victime, c'est dénoncé, mais à moins que des patients portent plainte, s'ils ont des séquelles, on ne peut rien faire. Okay? Donc, moi, j'ai exigé, la démonstration ne peut pas être mise sur le web. La conférence, vous pouvez la voir via M. Bourg, si j'ai bien compris. Okay? Par contre, moi, pour éviter, je fais beaucoup de psychologie légale, donc pour éviter la poursuite, okay, puis pour suivre les recommandations des sociétés quand on pratique avec l'hypnose, on va faire un enregistrement audio. Ça reste dans mon cahier à moi de conférence, là, okay. La personne qui est volontaire a droit d'avoir une copie, okay. C'est son droit. Quand on participe à ça, c'est son droit. Nous, quand on travaille là, avec les patients, on leur donne toujours une copie audio, c'est suffisant. On peut les filmer. Quand j'ai fait ma thèse de doctorat, moi j'en ai filmé plusieurs, là, et on doit toujours leur donner une copie. Ça vient avec. Là, okay? Alors, on peut commencer. Là, je vais avoir besoin d'un volontaire ou d'une volontaire.